Nour al-Maleki, une jeune femme née de parents irakiens, avait déménagé aux États-Unis à l'âge de 4 ans avec sa famille. Elle était l'aînée des 7 enfants de Faleh Hassan al-Maleki et Seham al-Maleki. Son prénom, qui signifie « lumière de Dieu », reflétait en partie son identité, oscillant entre les traditions irakiennes et la culture américaine dans laquelle elle s'était pleinement intégrée. Nour, tout en étant attachée à ses racines musulmanes, adoptait un mode de vie moderne qui contrastait souvent avec les attentes de sa famille. Nour était une femme indépendante et déterminée, assumant son amour pour les jeans serrés, le maquillage et son envie de poser pour des photos de mode. Ces images, souvent tirées de ses pages Facebook et MySpace, dévoilaient une jeune femme à la beauté captivante, avec ses longs cheveux noirs et un air rêveur. Bien qu'elle souriait rarement, ce qui pouvait être attribué à une période où elle portait un appareil dentaire, ses amis se souvenaient d'elle comme une personne naturellement joviale, dotée d'un humour piquant et d'une attitude résiliente même dans les moments difficiles. À l'école, Nour était appréciée pour son caractère enjoué et sa capacité à se lier facilement aux autres. Dans son quotidien, elle adorait regarder la série Heroes et manger chez Chipotle. Parfois, elle imitait la voix décalée de Keanu Reeves pour faire rire ses amis. Elle arborait des jeans foncés, des sandales ornées de bijoux et des hauts provenant de la marque Forever 21. Nour incarnait l'image d'une véritable jeune fille américaine, tout en restant connectée à ses origines. Si Nour al-Maleki vivait pleinement sa vie d'adolescente américaine à l'extérieur, son univers domestique contrastait fortement par son austérité. À la maison, Nour évoluait dans un cadre oppressif où elle était souvent contrainte de prendre soin de ses 6 frères et sœurs cadets. Son père, Faleh al-Maleki, âgé de 49 ans, imposait une autorité rigide et intransigeante, considérant comme inappropriée toute socialisation avec des garçons, le port de jeans ou la publication de photos sur des réseaux sociaux. Pour lui, sa fille devait obéir à ses directives, sous peine d'encourir une punition, voire des coups. Dans la vision de son père, le seul moment où la vie de Nour prendrait un nouveau tournant serait celui de son mariage avec un homme qu'il aurait choisi pour elle, en Irak. Mais Nour nourrissait des aspirations bien différentes. Après 16 années passées aux États-Unis, elle rêvait de devenir enseignante, d'épouser un homme qu'elle aimerait et, surtout, de faire ses propres choix. Lassée de voir Nour affirmer son indépendance et interagir avec des garçons américains, son père, avec la complicité de sa mère, la persuada de se rendre en Irak sous prétexte de visiter un parent malade. Ce n'est qu'une fois arrivée sur place que Nour découvrit le véritable motif du voyage. La marier contre son gré à un cousin plus âgé. Les détails autour de cette union demeurent de flous. Certaines amies affirment qu'elle a uniquement assisté à une cérémonie de fiançailles. D'autres soutiennent qu'un mariage a bien eu lieu, bien que sous la contrainte. Les documents policiers indiquent que ses parents maintenaient qu'une union avait été célébrée. Quoi qu'il en soit, Nour est revenue en Arizona quelques mois plus tard, sans époux, et a réintégré le domicile familial situé dans un quartier résidentiel de Phoenix appelé Paradise Views. De retour dans la maison familiale, Nour reprit son rôle auprès de ses jeunes frères et sœurs qu'elle aimait tendrement. Ce lieu, confortable et évocateur de l'idéal du rêve américain, cachait une atmosphère de tension lourde. Ironiquement, la mère de Nour avait été embauchée par une entreprise californienne pour former des soldats américains à mieux comprendre les différences culturelles qu'ils rencontreraient au Moyen-Orient, une fonction en désaccord avec les difficultés qu'elle éprouvait à appliquer ces mêmes principes dans ses relations familiales. En 2008, Nour était à la fin de ses études secondaires et voulait obtenir son diplôme. En mai de cette année, la tension familiale autour de Nour atteignit son paroxysme. Une découverte en particulier mit le feu aux poudres. Son père, Faleh, trouva sur son compte MySpace une photo d'elle entourée d'amis masculins, un affront qu'il ne pouvait tolérer. Les conflits devinrent si virulents que Nour commença à envisager de quitter le foyer familial. Un jour, empruntant la voiture familiale pour rendre visite à une cousine, elle apprit que son père l'avait signalée volée. Furieuse, elle abandonna la voiture sur le bord de la route et partit à pied. Selon les documents de police, son père envisagea même de déposer plainte contre elle pour lui donner une leçon, affirmant qu'elle ternissait l'honneur familial et que ses intentions de déménager étaient inacceptables.
En février 2009, lors de son 20e anniversaire, un nouvel épisode de violence éclata en pleine nuit, marquant un tournant. Apeurée, Nour appela une amie à l'aide. Elle s'enfuit précipitamment de la maison, vêtue de son pyjama, un sac à main et curieusement un rouleau de papier cadeau à la main, tandis que son père la poursuivait. Cette nuit-là, Nour trouva refuge chez une amie et demanda à la police de l'assister pour récupérer ses affaires. Au printemps de la même année, elle s'installa enfin dans son propre appartement. Aidée par ses proches, elle meubla son nouveau nid avec des trouvailles modestes, comme un téléviseur d'occasion à 25 $. Déterminée, Nour travailla dur pour subvenir à ses besoins, mais ses parents continuèrent à exercer une pression constante. Quand ils découvrirent son lieu de travail, ils s'y rendirent régulièrement, la forçant à abandonner son poste et à trouver un emploi à l'autre bout de la ville. Mais là encore, ses parents se présentèrent, la contraignant à quitter ce travail également. Sans revenu, Nour fut obligée de retourner une fois de plus chez ses parents. Le point de rupture arriva en juin 2009, lorsqu'un matin, Amal Khalaf, une amie de la famille, trouva Nour endormie dans la voiture familiale, garée dans son allée. Nour, marquée, déclara que ses parents l'avaient frappée. Amal, mère de 4 enfants, décida de l'accueillir chez elle. Ce geste fut vécu comme une humiliation insupportable par les parents de Nour. Leur fille avait choisi de vivre chez une autre famille irakienne plutôt que chez eux. Le 20 juillet, les tensions atteignirent un sommet. Les parents de Nour firent irruption chez Amal sans prévenir, tambourinant à la porte. Face à cette intrusion, Amal dut appeler la police. Peu après, Faleh, le père de Nour, intensifia les harcèlements envers la famille Khalaf. Reken, le mari d'Amal, tenta de lui expliquer que Nour avait le droit de choisir où elle souhaitait vivre. « Ici, c'est l'Amérique », lui rappela-t-il. Au fil des semaines, la situation se complexifia davantage. Nour développa une relation sentimentale avec Marwan, le fils d'Amal. Lorsqu'il découvrit cette romance, son père menaça que quelque chose de grave arriverait si Nour ne quittait pas cette maison. Bien qu'elle ait entrepris de demander une ordonnance restrictive contre son père, il semblerait que les démarches n'aient jamais été finalisées. Le 20 octobre 2010, Nour al-Maleki, âgée de 20 ans, se trouvait dans un bureau du département de la sécurité économique de l'Arizona, à Peoria, pour accompagner Amal Khalaf, la mère de son petit ami, afin de l'aider à remplir un formulaire de changement d'adresse. Nour n'avait pas vu son père depuis des mois, depuis qu'elle avait quitté le domicile familial. Sa surprise fut totale lorsqu'elle l'aperçut dans le bâtiment. L'inquiétude l'envahit instantanément, car elle savait que son père ne reculerait devant rien pour tenter de reprendre le contrôle sur sa vie. Assise aux côtés d'Amal, Nour saisit son téléphone pour écrire un message à une amie. « Mon père est ici au bureau d'aide sociale », confia-t-elle, tremblante. Elle ressentait à la fois la peur et la nervosité. Amal s'efforçait de rester concentrée sur son rendez-vous administratif, bien qu'elle se méfiât de la présence de Faleh. Ce dernier, apparemment calme, passa un appel téléphonique pendant son attente, discutant avec son fils aîné Ali, sa femme Séham et un proche à Détroit. Après quelques minutes, il quitta brusquement le bureau sans un mot, mais la tension restait palpable. Nour, tentant de se détendre, échangea à nouveau des messages avec son ami, évoquant le moment avec un mélange d'humour nerveux et de frustration. Lorsque le moment arriva pour Amal de finaliser sa démarche administrative, elle et Nour se dirigèrent vers le guichet. Malgré le climat tendu, Nour paraissait plus apaisée et plaisanta même sur le fait que son père pourrait éventuellement cracher sur elle. Cependant, en sortant du bureau pour rejoindre la voiture d'Amal, un contretemps survint. Les clés du véhicule étaient restées à l'intérieur. Amal dut appeler son fils pour qu'il apporte un double des clés depuis leur domicile, situé à une vingtaine de minutes. Le soleil brillait intensément ce jour-là. Nour, assoiffée, suggéra alors d'aller chercher une boisson fraîche dans un restaurant mexicain à proximité. Les deux femmes commencèrent à marcher le long du trottoir, discutant tranquillement. C'est à cet instant qu'un véhicule surgit soudainement. Amal aperçut avec horreur la Jeep Cherokee gris argenté de Faleh fonçant droit sur elle. Instinctivement, elle leva les mains pour tenter d'arrêter l'inévitable. Dans ces quelques secondes tragiques, le visage de Faleh, déterminé, lui apparut clairement derrière le volant, tandis que la scène prenait une tournure dramatique.
le véhicule percuta violemment les deux femmes. Nour fut traînée sur un terre-plein central avant d'être projetée au sol, inconsciente et grièvement blessée. Elle souffrait de blessures massives au cerveau et à la colonne vertébrale, ainsi que de multiples fractures. Amal, quant à elle, fut projetée à environ 8 mètres, subissant une fracture du bassin, du fémur et de nombreuses coupures et contusions. Malgré ses blessures, elle resta consciente. La police de Peoria estima que la voiture roulait à une vitesse d'environ 50 km/h au moment de l'impact. Après l'attaque, Fallet quitta rapidement les lieux, prenant la direction de l'ouest sur Peoria Avenue. Amal, bien que blessée, fournit rapidement à la police un possible mobile, la colère de Fallet envers Nour et Amal à cause de leur arrangement de vie. Selon Amal, il voulait réaffirmer son autorité et montrer qu'il était le seul à décider. Quelques minutes après avoir fui la scène sanglante, Fallet passa plusieurs appels téléphoniques, notamment à sa femme, à son fils Ali et à d'autres membres de sa famille élargie. 3 heures après l'agression, 3 détectives de la police de Peoria se rendirent au domicile de la famille Al-Maleki. Ali, le frère de Nour, ouvrit la porte. Jadis proche de sa sœur, leur relation s'était détériorée à cause des tensions familiales. Ali confia aux détectives que les relations au sein de la famille étaient devenues de plus en plus tendues depuis le retour de Nour d'Irak, après qu'elle eut quitté son mariage arrangé. Selon lui, Nour avait déshonoré la famille en rejetant les valeurs traditionnelles irakiennes et en se montrant irrespectueuse envers leurs parents. Il désapprouva également la relation qu'elle entretenait avec Marwan, le fils d'Amal Khalaf. Pour lui, les différences entre les valeurs culturelles irakiennes et américaines rendaient ces conflits inévitables. Pourtant, Ali avoua être profondément affecté en voyant Nour à l'hôpital, déclarant que personne ne méritait de subir une telle épreuve. Ali évoqua également ses propres différends avec leur père, qu'il décrivit comme un joueur compulsif fréquentant régulièrement les casinos de la région de Phoenix. Bien que sa mère, Seham, l'ait appelé à plusieurs reprises ce jour-là pour lui dire que quelque chose était arrivé à Nour, Ali affirma au détective qu'il ignorait ce qui s'était passé. Pendant ce temps, leur père traversa la frontière mexicaine et s'enfuit à Nogales, Sonora. Là, il abandonna sa voiture, qu'il échangea apparemment contre de l'argent liquide, et s'envola pour Londres après avoir passé 2 nuits dans un hôtel local. Alors que les détectives émettaient un mandat contre lui pour voie de fait aggravée, la mère de Nour prétendit initialement ignorer ce qui s'était passé. Les enregistrements téléphoniques révélèrent néanmoins que Fallet avait communiqué avec plusieurs membres de la famille avant et après l'attaque. Quelques jours après l'agression, la voiture Jeep de Fallet fut retrouvée dans un parking au Mexique. Les enquêteurs y découvrirent des preuves incriminantes, notamment des fibres capillaires et des traces de tissus humains sous le pare-choc avant. Fallet fut arrêté par les autorités britanniques à l'aéroport de Londres et extradé vers les États-Unis pour y faire face à la justice. Lors de son interrogatoire, il prétendit d'abord que l'accident avait été involontaire, avant d'admettre finalement qu'il avait eu l'intention de faire du mal. Il compara sa fille à un incendie qui menaçait de consumer la maison familiale et déclara qu'il avait dû éteindre ce feu. Fallet Al-Maleki fut placé en détention et extradé en Arizona, où il comparaît devant un tribunal pour répondre de ses actes. Le 2 novembre 2010, les médecins de l'hôpital John Lincoln North déclarèrent Nour Al-Maleki en état de mort cérébrale à 7 heures du matin. Sa famille, après de longues heures de réflexion, prit la décision douloureuse de débrancher le système de maintien en vie. À 11h54, son cœur s'arrêta définitivement. Parmi les proches à son chevet figuraient sa mère Seham et son frère Ali, un moment marquant la fin d'une vie tragiquement entrelacée de conflits familiaux et culturels. Quelques jours après, un grand jury du comté de Maricopa inculpa Fallet Al-Maleki pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre au premier degré, voie de fait aggravée et délit de fuite. Ce décès violent suscita une onde de choc dans le monde entier, notamment après que le procureur du comté ait qualifié officiellement l'acte de crime d'honneur. Dans les dernières années de sa vie,
Noor s'était efforcé de concilier sa quête d'indépendance et son désir de maintenir un lien avec sa famille. Cependant, elle se heurta à des résistances incessantes. Ses parents, en particulier son père, la considéraient comme souillée et source de honte, notamment après son refus du mariage arrangé en Irak. La colère de Faleh s'était intensifiée lorsqu'il avait découvert une photo de sa fille en compagnie de quelques amis masculins, un affront, selon lui, aux valeurs traditionnelles irakiennes. Pendant son incarcération, Faleh passa de nombreux appels téléphoniques à sa famille, tous enregistrés par les autorités. Dans ces échanges, il insista sur l'importance de l'honneur dans la culture irakienne, affirmant qu'il n'avait pas tué Noor par haine, mais pour restaurer cet honneur supposément perdu. Ces paroles, traduites de l'arabe, révélèrent une profonde fracture entre les valeurs patriarcales de la société tribale de Faleh et les aspirations modernes de Noor. En janvier 2011, débuta le procès de Faleh, premier du genre à être qualifié de crime d'honneur sur le sol américain. Le procès marquant un tournant judiciaire dans une affaire qualifiée de crime d'honneur par les procureurs. Amal Khalaf, témoin clé de l'accusation, témoigna contre Faleh, décrivant les événements tragiques qui avaient conduit à la mort de Noor et à ses propres blessures graves. La défense tenta de présenter la mort de Noor et les blessures d'Amal comme un accident, affirmant que Faleh n'avait voulu qu'exprimer sa colère en crachant sur Amal, qu'il considérait comme responsable de l'éloignement de sa fille. Cependant, un détective révéla que Faleh avait admis, lors d'un interrogatoire, avoir intentionnellement renversé les deux femmes, bien qu'il ait qualifié l'incident d'accident à plusieurs reprises. Le 22 février 2011, après 4 semaines de procès, le jury déclara Faleh al-Maleki coupable de meurtre au second degré pour avoir intentionnellement renversé et tué sa fille. Il fut également reconnu coupable de voies de fait aggravées pour les blessures infligées à Amal Khalaf, ainsi que de 2 chefs d'accusation pour avoir quitté les lieux de l'accident. Lors de la lecture du verdict, Faleh, écoutant l'interprète avec des écouteurs, resta impassible. En avril 2011, il fut condamné à 34 ans de prison. À l'audience de détermination de la peine, Faleh, entouré de ses avocats, s'avança devant le juge et exprima des excuses dans une voix tremblante, déclarant qu'il aurait préféré mourir à la place de sa fille. Cette expression de remords contrastait fortement avec les conversations enregistrées en prison, où lui et sa femme, Seham, semblaient davantage préoccupés par l'élaboration d'une version des faits qui pourrait alléger sa responsabilité. Le juge Steinley, chargé de prononcer la sentence, qualifia cette affaire de la plus difficile qu'il ait eu à juger en 6 ans. Il exprima son trouble face à l'étiquette médiatique de crime d'honneur donnée à l'affaire, affirmant qu'il ne pouvait concevoir qu'une religion puisse justifier de tuer un être humain. Ce procès marqua un moment historique, mettant en lumière les tensions entre les valeurs traditionnelles et les droits individuels, tout en soulevant des questions sur les limites de l'autorité parentale et les conséquences tragiques des conflits culturels. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner un like et à partager avec ceux que cela pourrait intéresser. Pour ne rien manquer des prochains récits, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien est essentiel. À bientôt pour de nouvelles enquêtes.